La France a un système assez vicieux pour organiser la colonie, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés, c'est plus compliqué mais je vais être très mal, quand les Français sont arrivés sur la frontière de la Nouvelle-Calédonie, les Kanaks étaient organisés en clans, en petites chefferies extrêmement mobiles. Et les Français, ils arrivaient, ils pensaient, ils cherchaient un chef. Une obsession, d'ailleurs, ça a été bien étudié par un collègue il y a très longtemps, l'obsession du chef dans le monde européen. Il faut un chef. Et surtout quand il y a des gens qu'on appelle des indigènes, etc., il faut qu'ils aient un chef. C'est-à-dire, à la limite, nous, on a des officiers, des généraux, etc., on a peut-être des chefs de rayon, mais on n'a pas de... le chef, ça concerne toujours l'autre. Ils ont des chefs qui respectent, des chefs dont ils ont peur, des chefs en propagande. Il y avait toute une mythologie, et donc ils ne trouvent pas de chef. Des groupes qui se déplacent, des gens qui se présentent comme chefs, puis le soir ils les attaquent, d'autres qui sont même du terrain, etc. Donc la France décide de construire des chefferies. Alors ça ne me plaît pas beaucoup que je dise ça maintenant, parce qu'aujourd'hui les chefferies qui ont été construites par la France existent, si vous voulez, mais tant pis pour leur origine, ça ne veut rien dire de ce que sont ces personnages aujourd'hui qui jouent un rôle important dans la vie de la Nouvelle-Calédonie. Toujours est-il que la France dit, bon voilà, il nous faut un grand chef, des petits chefs, et le grand chef, on va lui mettre des agents de police, il y aura ce qu'ils appellent la police de la chefferie. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appuyer un groupe, comme ces gens étaient en guerre, se chassaient les uns les autres, c'était plus ou moins stable, ou même quand c'était stable, ils appuient un groupe contre les autres. Et ils vont créer ce qu'on appelle ces grandes chefferies administratives, qu'ils appellent eux-mêmes administratives, les Français. C'est des chefferies qui sont chargées de prélever l'impôt, parce que c'est invraisemblable, mais il faut le rappeler, les gens ont perdu 90% de leurs terres et sont partis dans des réserves, mais il faut qu'ils payent un impôt foncier. Alors, on est bien organisé dans l'administration, un impôt dit de capitation, un impôt par tête, c'est-à-dire le nom. Chaque personne, les femmes, les enfants, machin, tout le monde devait payer un impôt foncier, c'est un impôt de capitation. Alors c'était pas tellement pour enrichir les caisses de l'administration française, c'était pour les obliger à aller travailler chez les colons. Donc, comme c'est qu'ils allaient travailler chez les colons, qu'ils payaient pas très cher, et cet argent était récupéré en partie sous forme d'impôt foncier. Et pour prélever cet impôt foncier, il faut imaginer ces réserves par route, des pistes, la réserve cheval, les gens n'étaient pas vraiment recensés, c'était pas, le point de vue administratif, c'était pas toujours ultra facile, hein, il n'y avait pas un état d'urgence permanence, on ne savait pas comment les attraper, et donc on nomme un chef kanak, on le paye, on lui donne un képi, un habit, et des galons, un sabre, vous verrez, vous voyez dans les photos du XIXe siècle, et on lui dit, bon ben toi, tu es le chef et tu es responsable du prélèvement de cet impôt, tu es responsable de l'ordre public, et tu vas nommer dans chaque réserve un petit chef, et ce petit chef te renverra les imports. Donc il y avait une organisation comme ça, pyramidale, mais qui n'était pas l'organisation ancienne, et quand il s'agit de recruter des soldats kanaks, des volontaires, entre guillemets, pour partir à la guerre de 14, à la Grande Guerre, eh bien, on convoque le chef administratif et on lui dit, bon voilà, tu vas nous ramener un maximum de soldats, sinon on te fout en prison. D'ailleurs, c'est arrivé souvent. Parce que le grand chef, c'était ses parents, il était bombardé à cette position-là, c'était pas nécessairement une position très avantageuse, même s'il touchait un petit salaire, qui d'ailleurs, il touche toujours, hein, ça existe toujours. Et donc ce grand chef administratif, il est chargé de recruter, et à ce moment-là, la société est encore vivante, et donc les chefs de clan, les gens qui n'ont pas voulu se soumettre à la chefferie administrative, disent tu nous casses les pieds, et il y a des bagarres entre Kanaks autour de ce recrutement forcé imposé aux chefs administratifs. Et à ce moment-là, la France dit, oh là là, ça y est, dès qu'un caillou vole, une sagaine, etc., ils envoient des troupes pour essayer de calmer le jeu, et puis ils en profitent pour essayer de capturer des gens, alors en leur disant, venez boire un coup près du bateau, etc., puis les au bateau, ils les emmènent à Nouméa pour les enrôler de force. Alors les gens de Nouméa se sauvent, ça commence à être la pagaille dans la zone, et finalement,
à la suite justement de pièges tendus par le syndic des affaires indigènes qui s'appelle Fourcade, particulièrement pas très fin, quoi, qui a essayé d'attraper des gens, il disait on va se réconcilier, on va boire un coup, distribuer de l'alcool, etc. Puis à la fin des danses, etc., hop, il leur met des menottes et il les chaîne, il essaie de les emmener au bateau. Donc là, ça explose. Et dans la région du Collier, lui, à Noël Poitimba, vous voyez Noël Poitimba, se sauve et décrète, commence à attaquer. Ils attaquent les colons, ils attaquent quelques chefs administratifs, ils attaquent les gardiens de mine, et ils en ont complètement ras-le-bol, parce qu'en même temps, comme il y avait tous ces troubles, les colons poussaient à ces troubles pour pouvoir récupérer des terres, beaucoup plus de terres, parce qu'à l'époque de la guerre de 14, la viande de bœuf permet de faire ces boîtes de cordel bif qu'on envoie dans les tranchées. Donc il y a un boom dans la viande. Voilà. Et donc pour les colons, c'est un moment phénoménal. Ça a été très bien étudié par une historienne calédonienne, Sylvette Dupin-Boyer, qui montre que si on veut plus de viande, il faut plus de terre. Donc il lance le bétail à proximité des réserves, voire dans les réserves de Canac. Donc il y a des incidents sans arrêt. Et finalement, autour d'un certain nombre de personnages, comme Noël, comme un autre qui s'appelle Apenbou, qui est un chapitre, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, ces gens entrent en guerre. Alors ils entrent en guerre avec des armes traditionnelles, c'est-à-dire des frondes, des saguets, des casse-têtes, des halles, etc., mais aussi avec des fusils. D'une part parce que l'armée française n'arrivait pas à les attraper. Donc finalement, elle se dit le mieux, c'est qu'on embauche des Kanaks pour faire le sale boulot, qu'on appelle les fameux auxiliaires. Alors ces auxiliaires, ils vont les trouver dans la région de Wainou, là où le pasteur Maurice Thénard avait eu le plus d'influence. Donc c'était des gens qui étaient supposés plus favorables à la France. Seulement les auxiliaires, pas fous, ils disent ah bah oui, mais on veut bien, mais il faut des fusils. On ne peut pas. Alors ils envoient la lettre en France. En France, le ministère de la Guerre se dit alors si on donne des fusils aux Kanaks, vous voyez, c'est des problèmes qu'on connaît encore aujourd'hui, si on donne des fusils aux Kanaks, ils peuvent se retourner contre eux, donc ils leur disent, c'est Adrien Nickel qui raconte ça dans sa tête, mais c'est intéressant, la France dit très bien, alors je leur donne du plus fusil de la guerre de 70. Alors, je ne suis pas très fort en fusil des chassereaux, et au même moment circulaient dans le Pacifique des magnifiques Remington, des fusils anglais choc. Et donc, quand les Kanaks reçoivent ces chassereaux, le lendemain, ils les rapportent, on veut des Remington. Et donc, alors, par ce biais, il y a effectivement des rebelles, entre guillemets, qui trouvent des armes. Ils essayent d'en chipper, ou alors ils envoient des filles séduire des soldats, et puis hop, piquer les flingues. Donc ils ont aussi des fusils, ils n'ont pas de mitrailleuses. Et puis surtout, ils ont une énorme connaissance du terrain, on peut dire, plus les langues. Bon, bah, personne parle la langue, mais ça nous fédère. Et ces gens qui se lancent dans cette guerre, immédiatement, dans l'imagerie coloniale, qui sévit encore parfois en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas si vous voyez la phase, s'il y a des guerriers Kanaks qui se déchaînent en 1917, ce sont les guerriers italiens. Ça ne peut être que des sauvages. Et ce thème de la sauvagerie va revenir en permanence chez les journalistes. Dont là, en 1984, vous voyez, pas très longtemps, on nous sortait la même chose. Voilà, c'était des sauvages. Bon. Et donc, une sorte d'idéologie sauvage qui est développée. Or, justement, c'est pas du tout. Enfin, les sauvages n'existent pas, mais on les présente comme des païens, des gens qui font de la sorcellerie. On dit c'est la queue de la comète, c'est des gens qui ont mal été christianisés, ils ne sont pas restés en contact avec la civilisation. Manque de peau. Vous voyez là, comment il a habillé Noël, là, il a une veste de travail. En fait, il était stockman, il s'occupait d'un très bel article que Adrien Nickel et notre équipe viennent d'écrire sur les stockman, c'est-à-dire des gens qui travaillaient dans les stations d'élevage, ils étaient à cheval. Lui, on a son acte de baptême, il a été christianisé. Donc, à supposer que, voilà, que vous imaginez une histoire conservatrice, au contraire, ce sont des gens
comme toujours, d'ailleurs, les gens qui mènent des guerres anticoloniales sont des gens qui se sont frottés aux Blancs, et par exemple, ils lisaient très bien, parlaient très bien le français, on les voit bien dans les interrogatoires, parce que quand ils ont été arrêtés, ils ont été interrogés. Et on va parler tout à l'heure peut-être d'Apalbou, qui est la figure la plus extraordinaire, un petit peu Donc ce sont des gens qui se sont frottés à l'économie humaine, qui demandent à élever du bétail, à planter du café, qui demandent des terres, qui demandent des écoles, et qui surtout lisent très très bien. Alors que dans le même moment, les colons européens, eux, sont en train de descendre à l'échelle culturelle, et donc jusque dans les années 50, il y avait encore des colons qui allaient dans la tribu demander à un Kanak de leur lire le courrier qu'ils avaient reçu de l'administration. Si vous voulez, il y a une espèce d'inversion, parce que perdus là-bas dans leur vallée, sans comprendre les langues Kanak, et ils finissent par pédaler complètement à côté de la plaque, ces petits colons blancs du Nord. Donc, la guerre se déclenche sous forme de guérilla. Là, ils vont pas aller d'ailleurs. Sous forme de guérilla, on attaque une station d'élevage, on tue du bétail. Alors, on tue du bétail, on trouve des Kanaks en train de manger de la viande, évidemment, on les accuse d'anthropophagie, et il y a tous ces fantasmes-là qui reviennent très très fort, et curieusement, les anthropologues et quelques historiens anthropologues de l'époque, même après, disons, des années 70, reprennent le même thème. C'est-à-dire que c'était une petite guerre organisée par des païens, encore anthropophages, et qui n'avaient pas compris les bienfaits des lumières de la civilisation. Ce qui est, toutes les archives montrent le contraire, ce sont des gens qui envoient des lettres, qui discutent, qui disent vous n'avez pas le droit de vous réduire en esclavage, qui ont toute une pensée, et il y a, par exemple, sur cette histoire de sauvagerie qui est un peu pénible, en même temps qui rend compte quand même de ce type de rapport social. Un des autres leaders de cette guerre, qui s'appelle Kwame Apalbou, et lui, il essaie de faire de l'élevage. Alors déjà, il était connu, il en faisait un peu à la marge de la tribu, il était petit chef de sa tribu, soumis à son grand chef, qui lui essayait de recruter des gens pour la guerre, qui avait une position ambiguë, et à Pengou, on a complètement marre, voyant qu'il n'y avait rien, mais il s'engage dans des massacres, il y a des blancs qui sont tués, il y a des Kanaks qui sont tués, il y a des escarmouches un peu partout. Et donc à Pengou, sa tête est mise à prix par le gouverneur Rotiquet, qui prend lui-même la tête des opérations, alors vraiment rien à foutre, il part avec son cheval, de Nouméa, on lui donne un cheval, et il dirige lui-même la répression. Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, Jules Repiquet. Et Jules Repiquet dit il n'y a qu'une solution, c'est à Pengou, c'est l'homme à abattre. Si on tue à Pengou, si on arrive à le capturer, la révolte va s'arrêter. Et donc à Pengou, lui, il essaye de négocier, il va voir Maurice Lénard, il va voir des colons, il va voir des prêtres aussi, en disant bon, écoutez, nous on est prêts à négocier. Nous avons des terres, de l'élevage, on peut pouvoir faire de l'élevage, on peut pouvoir planter du café, etc. Et un jour, un des émissaires du gouverneur, qui s'appelle Belay, en contact avec Pengou, avec une sorte de précaution, parce qu'il a peur de se faire attraper, finalement il arrive, et c'est raconté, la rencontre est décrite, parce que la professeur bien écrit, il y avait un greffier qui était là pour noter ce que Pengou allait dire. Donc, monsieur Belay avec son greffier reçoit Pengou qui saute de son cheval. Alors, je ne sais pas comment il était habillé, mais il dit monsieur Belay, après il dit monsieur Belay, vous vouliez voir un sauvage. Et je trouve ça très intéressant. En français, il dit ça. C'est-à-dire, en gros, il se fout de sa gueule. Il dit, ben voilà, j'écris le français, je vais faire de l'élevage, j'ai besoin de terre. Alors, cette guerre s'engage, ça fait une vingtaine de morts du côté des Européens, des assimilés, des coloniales, et à ce moment-là, la France décide vraiment d'engager une répression qui va durer 18 mois, qui va durer tout 1917 et jusqu'à la fin, à partir de mai 1917 jusqu'en novembre 1918, qui va se terminer par des massacres très importants. Et là, la répression est totalement engagée par des auxiliaires Kanaks qui sont guidés par des officiers français, par des fils de colons aussi, parce que les colons,
ils écrivent en France, ah non, on ne peut pas aller dans les tranchées parce que là, on est attaqué par les Kanaks. Ils risquaient beaucoup moins à cogner contre un Kanak avec une sagaie qui était prêt à négocier que dans les tranchées sous les obus. Et donc, il y a tout un petit groupe. Et les officiers français qui sont envoyés pour diriger les troupes Kanaks, les troupes d'auxiliaires, sont des blessés de la guerre de 14. Ils boitent, ils ont un écharpe, ils courent derrière, et c'est les auxiliaires qui mènent cette guerre, cette guérilla, mais aussi des Européens, des Tahitiens, etc. Et la répression prend un tour particulièrement violent quand, du coup, la France décide d'en profiter pour réduire le nombre de réserves. C'est-à-dire qu'on chasse les gens. On dit, bah, par là, ils sont rebelles, allez, hop, on brûle tout, on les affame, on détruit les cultures, et puis on les regroupe dans moins de réserves qu'il y avait dans la zone où j'ai travaillé. Il y avait une quinzaine de réserves qui étaient des réserves tolérées. C'était des endroits où les gens s'étaient installés, c'était pas très bien délimité, etc. Et les Blancs s'installent à leur place avec le métal. Donc, les gens se sauvent, essayent de se battre, se sauvent, se réfugient. Alors, le pasteur Lénard et les prêtres catholiques, qui perdent pas le nord, se disent, et d'ailleurs, le monseigneur, je ne sais plus comment il s'appelait, Chandron, ou un truc comme ça, l'évêque de Nouméa, a écrit une lettre disant que cette guerre, cette révolte de 1917 est une aubaine pour nous, ça va nous permettre d'avoir de nouveaux chrétiens. Parce que du coup, on dit aux gens, bon, bah, les protestants et les catholiques se disputent les réfugiés de la guerre de 17 qui suit la répression pour les intégrer à leurs églises, même s'ils avaient été christianisés avant, et pour les faire venir dans leur mission, etc. Et donc les gens de la côte ouest ont gagné la côte est, et là les prêtres catholiques leur donnent des médailles, en disant si tu as une médaille autour du cou, tu ne seras pas guillotiné. Et il y a toute une cuisine qui est faite par les autorités chrétiennes, si vous voulez, pour récupérer les gens. Et puis il y a même des endroits, Maurice Lénard a créé une tribu où on peut rentrer à condition qu'on dépose ses armes, et à ce moment-là on est protégé. Et l'armée s'était engagée à ne pas rentrer dedans. Donc et Maurice Lénard était sur place à ce moment-là, et donc il court partout pour essayer d'identifier qui sont les vrais rebelles, qui ne sont pas les vrais rebelles, qui sont les personnes qu'on peut retourner, etc. Et donc c'est un trouble spatial, social. Aussi la question de la christianisation revient très très forte, et elle est évoquée, ça c'était une surprise de trouver ça dans les récits d'époque, notamment les récits écrits. C'est-à-dire que les gens, quand même, certes, ils connaissaient les églises depuis 1840, le protestantisme depuis 1930, mais ils disaient on a quand même nos ancêtres, on a nos propres forces surnaturelles, et ils étaient très dépités de voir que ça ne marchait pas très bien, quoi. Ils étaient moins efficaces dans le combat. Donc il y a toute une méditation sur faut-il nous séparer de nos ancêtres, nous séparer des lieux sacrés, se séparer des rituels, des objets, parce que les missionnaires ils brûlent tout ça, ils détruisent tout ça, ils saccagent tout. Et on voit dans le livre, vous verrez, il y a un chapitre qui s'appelle sur le sacré, là, les paroles sacrées. On voit les gens pris par un trouble métaphysique, si on peut dire, un trouble personnel pour savoir, parce qu'à la limite ils auraient bien accepté une colonisation avec laquelle ils auraient pu coopérer, faire des élevage et tout ça, mais lâcher sur la question des ancêtres, du rapport aux ancêtres et de l'identité profonde, ils n'y étaient pas vraiment prêts. On voit bien dans ces poésies cette espèce de drame personnel que les gens vivent. Donc cette répression s'étend, plein de gens sont arrêtés, vont être jugés à Nouméa en 1919, beaucoup sont tués, et puis il y a un certain nombre d'épisodes que nous avons découverts sur le terrain, qui m'ont été racontés oralement. Il n'y a pas de texte écrit, il n'y a pas d'archives dans les archives françaises, mais vraisemblablement, enfin, c'est sûr, il y a eu un massacre dans le fond de Yengen, la tribu de Jean-Marie Chicago, à la fin 1918, certainement en novembre 1918, et qui n'est pas marqué dans les archives, mais la mémoire orale et écrite des Kanaks
atteste cet endroit qui s'appelle Touraine, où il y a eu ces massacres. Et la grand-tante de Jean-Marie Tchimbaou, la sœur de sa grand-mère, à Touraine, et elle a réussi à cacher le père de Jean-Marie Tchimbaou qui avait 4 ans à l'époque, et elle l'a annulé quand il était. Et donc Tchimbaou, le leader kanak qui vient de 1989, Tchimbaou, pour lui, sa référence anticoloniale, c'était la guerre de 17. C'est pas 1878, c'est beaucoup mieux. Et dans les textes avec Wittersheim, qu'il faudrait bien rééditer, qui s'appelle La présence kanak, où on a rassemblé les paroles et les écrits de Tchimbaou, du moins une partie, on en a retrouvé d'autres depuis. Eh bien, on voit bien que pour Tchimbaou, 17, c'est la référence, et notamment ce massacre de Touraine. Et là, ça fait le lien. Comme j'ai voulu, on a souhaité dans le livre monter aussi la mémoire contemporaine de la guerre de 17. Là où on avait des éléments pour le dire, et par exemple, on a raconté quand Tchimbaou reçoit, alors c'est toute époque, certains d'entre vous ont peut-être le souvenir, mais dans le pays est complètement barré, il y a des barrages partout, on peut plus circuler, il y a eu des morts, il y a eu du feu, il y a eu un massacre à Yengen important, etc. Et donc la France, Mitterrand, envoie un émissaire qui était Edgar Pisani, ancien ministre de l'Agriculture sous De Gaulle, qui avait fait le roman Roland, enfin voilà, une sorte de gaulien un peu spécial, si vous voulez, enfin, la France. Vous avez rencontré à ce moment-là, pour moi c'était des personnages, c'était une technologie totale, hein, c'était enfin, des gens, ces gens de l'appareil d'État ayant des hautes fonctions, c'est un autre monde. Vous leur parlez, ils n'entendent pas vraiment, ils entendent que ce qu'ils veulent bien entendre. Toujours est-il que Pisani, malgré tout, dans ce passé, la décolonisation de l'Algérie, etc., une sorte de gaulliste de gauche, une figure, et Tchimbaou lui donne rendez-vous, lui dit moi je ne peux pas bouger, je suis dans la tribu, je risque de me faire tuer, il y a des barrages partout, Pisani dit je vais venir en hélicoptère, et il est venu, et Tchimbaou l'a reçu là où avait eu lieu le massacre de Touraine de 1917. Alors, le livre, cette répression va déplacer des populations, tuer des gens, traumatiser les personnes aussi sur le plan du rapport aux religieux, etc. Et donc, si vous voulez, c'est l'événement fondateur de la mémoire au moment où nous, les quelques poignées de linguistes et anthropologues, Jean-Paul Weber, etc., dans les fin des années 60, début des années 70, nous arrivons, et les gens, en fait, et j'ai réécouté les bandes, ils ne parlent que de 1917. Et nous, on était là, dans la culture kanak, on ne saisissait pas que finalement, c'est un petit peu comme si vous étiez arrivé en 1955 dans le Lot ou à Tulle, les gens vous auraient parlé de la résistance, dans les Cévennes, je ne sais pas quoi, si vous voulez. Les gens parlent du traumatisme de cette guerre qui a entraîné aussi des trahisons, des disputes, des déplacements, des promotions, des souvenirs amers, etc. Et donc, dans les champs de poésie, des récits, ils ne parlent que de ça. Et on s'est aperçu qu'ils avaient aussi écrit tout ça dans ces grandes poésies qui sont données à Maurice Lénard. Et Maurice Lénard, par l'intermédiaire de son fils, j'avais récupéré ces documents, mais je ne comprenais pas que c'était difficile d'avoir à les traiter, mais tout était consacré à la guerre de 1917. Donc c'est cette secousse sociale, politique, sociologique, spirituelle, dont on a récupéré les traces, et c'est seulement dans les années 2000 que j'ai compris. Donc, vous voyez, j'ai mis du temps, mais bon, voilà, je comprends très lentement. Et puis, c'est aussi une critique de l'anthropologie, parce que l'anthropologie, si vous voulez, il faut parler de l'éternité des gens. Alors que là, ils parlaient de ce qui les intéressait vraiment, c'est-à-dire de leur grand-père, de leurs parents qui étaient morts, de leur histoire. Donc, je réalise ça. Et au moment, justement, où il y a un projet de ligne qui s'ouvre et où tous les droits fonciers sont remis sur la table. Et les gens disent, ben oui, mais en 17, on était là, on était obligé de partir. Et à ce moment-là, ils disent, mais tu as tout là dans tes cahiers, apporte-nous tout ça. Et du coup, l'idée est venue, puis le travail d'Adrien Nickel, que l'historien permettait de s'appuyer sur quelque chose de ce livre, l'idée est venue à ce moment-là de faire ce livre. Alors voilà,
ce livre, c'est la restitution de cette mémoire dans sa complexité, dans son originalité, dans l'émotion aussi qu'elle dégage. Et alors peut-être qu'il faut que j'arrête pour qu'on puisse discuter, je sais plus où j'en suis du point de vue du temps, mais j'essaie de vous résumer. Donc si vous voulez, c'est un travail de mémoire fait par les gens avec nous sur le terrain. Évidemment, alors le livre là, dans la région, là, c'est un must. Là. Et les gens, ils le lisent, ils le relisent, ils me demandent de lire des passages, enfin ça prend des proportions tout à fait originales, hein. Je ne sais pas où ça va nous mener. Alors il y a un CD avec des restitués un petit peu dont on entend les formes, la parole qui tombe en monotone, tout ça, rapport à sa langue, tout ça. Et donc c'est un livre, c'est pas un livre, je raconterai en ethnologue une sorte de résumé, un peu comme je viens de le faire là. C'est la parole elle-même des gens qui d'ailleurs débordent toutes les interprétations qu'on peut en faire. J'ai fait des notes, avec Yvon, on a fait des traductions, des notes, etc., pour encadrer le texte le plus possible, mais ça déborde complètement dans l'évocation des rapports aux oncles maternels. Alors, en 2009, alors qu'on pensait que le livre allait sortir, il est sorti en 2015, il n'était pas fini, les gens de la région ont organisé une commémoration. Ils ont érigé une stèle à la mémoire de Joyeux Noël et de son frère Moigny, et à la mémoire des guerriers de 1917. Et là, ça a été très intéressant parce que le maire actuel de Koné, qui s'appelle aussi Apengou, dont le grand-père était un protecteur du guerrier Apengou, celui qui se moquait de ceux qui traitaient de sauvages et qui voulaient faire de l'élevage. Et le maire, là, a fait un discours que j'ai mis au début de l'ouvrage pour montrer comment tout ça a été repris aujourd'hui. Et dans ce discours, il essaye, parce qu'aujourd'hui en Calédonie, on a dit aux gens de toutes les communautés, il faut vous rassembler pour vous construire ensemble un destin commun. Et il s'appelle Joseph Gorbido, très habilement, dit, ben, vous voyez, pendant la guerre de 14, quelque part, nous avions l'occasion d'avoir un destin commun. Et nous avons ensemble, avec les Européens qui étaient en France, nous les Kanaks, nous avons su lutter contre la colonisation allemande, et donc aidez-nous maintenant à lutter contre les vestiges de la colonisation en Nouvelle-Calédonie. Donc cette stèle a été érigée, maintenant tous les ans il y a des commémorations, et le livre a été aussi produit dans cette dynamique. Et le livre commence d'ailleurs par la description de cette commémoration, et bon, alors, évidemment ça s'est fait sur tant d'années que nous avons pu décrire des choses un peu de l'intérieur, comment il se passe pour un ethnographe qui est lui-même pris dans un clan, qui est lui-même du côté des descendants d'Apengou, etc. C'est-à-dire c'est une ethnologie non seulement engagée politiquement, mais impliquée. Donc j'ai essayé d'expliquer comment j'avais recueilli ces documents, comment ça s'était passé, quel type de relation nous avons entretenu avec les gens sur place. Merci beaucoup. La parole est à la salle. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Alban est là pour ça. Et je voulais signaler aussi qu'il y aura un petit buffet après pour les gens qui ont déjà faim. Excusez-moi, il ne devait pas y avoir une sorte de référendum, non Il va y avoir... oui, enfin je sais, mais c'est quelle date? C'est avant 2018, on se rapproche. En principe, il peut y en avoir 3, et c'est des référendums, ce sont des référendums d'autodétermination. Pour l'instant, on est en train de réfléchir à la question. Je voudrais savoir si, par rapport à l'exposition coloniale, où on a justement montré que la colonisation était interprise et qu'on avait montré comment les parcs, comment étaient des indigènes. Est-ce que les Kanaks ont été montrés? Oui, c'est une histoire bien connue puisqu'elle concerne notre grand footballeur Carambeu, Christian Carambeu, dont les grands-parents, parmi ses grands-parents, des femmes qui avaient été envoyées à cette exposition
l'expédition coloniale, il y a une centaine de Kanaks qui ont été envoyés, non pas dans l'exposition coloniale, mais en marge de l'exposition coloniale par un cirque allemand qui les avait embauchés, qui les a montrés dans une partie de l'Europe, et notamment en Allemagne. Et c'est à la suite de l'intervention de Maurice Lénard auprès des autorités françaises que les Kanaks ont pu retourner chez eux. Et il y a un ouvrage qui est un plus romancé de Didier Denain, qui a été écrit, qui s'appelle Cannibal, voilà. Et puis il y a un autre ouvrage plus savant de Joël Dauphiné, publié à la Temps, qui écrit tout le processus de façon plus historique. Et effectivement, dans l'imaginaire français, le monde kanak était considéré comme le plus lointain, le plus exotique. Ça s'est passé aussi pour les Indochinois, notamment pour la France, etc. Mais pour la Nouvelle-Calédonie, ça a laissé des traces. Et en 1942, on parle assez souvent dans le livre qui a été consacré dans des questions qui étaient de la région de Guanala par sa mère, je crois, et même il y avait la dame, puis il y avait ensuite. Je veux savoir si vous saviez s'il y avait eu des guerriers qui sont revenus, des Kanaks qui sont revenus de Verdun. Oui, alors ça c'est une question très importante et vous verrez, elle est un peu. Il y a des Kanaks qui sont revenus de la guerre du ballon des Éparges, de la Somme, de Verdun, qui a été tué à Verdun, le stade de Dieu, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui sont revenus ont contribué à l'écriture de certaines de ces poésies qui évoquent à la fois la guerre de 14 et la guerre de 1917. Et donc la mémoire de la guerre de 14 avec sa violence incroyable pour tout le monde, mais pour en Nouvelle-Calédonie, personne n'avait jamais vu ça. Et donc, les avions, les obus, tout ça se mêle à la guerre kanak de 1917 dans une sorte d'imagerie renouvelée. Ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est cet élan politique et ce travail sur la langue extraordinaire qui a été fait. Si on a de toute façon, je pourrais vous lire quelques extraits, parce que un peu comme Apollinaire, un peu comme Genevois, tous ces gens qui ont vécu la guerre de 14. La guerre de 14 a été, après c'est le surréalisme, le dadaïsme, etc. Et ben, chez les Kanaks, ça a déclenché aussi une espèce de découverte, il y a une explosion de leur univers de langage et une explosion de leur expression. Voilà, et ça c'est très, très intéressant. Et on a il y a d'autres aux archives, il y en a qui peuvent tout mettre aussi, des poésies de gens qui étaient dans les tranchées, qui racontent comment ça s'est passé, avec énormément d'images, énormément d'interventions surnaturelles. Enfin, c'est très compliqué. Bonsoir. Merci pour cet exposé. Moi je suis kanak, mais je suis des îles, je suis de Lifou et d'Oula. Et là j'ai plusieurs. Je vais essayer de clarifier en une question, mais juste revenir sur certains points que vous avez développés. Alors oui, je suis d'accord avec vous sur la création des tribus, comme on les appelle, parce que c'est une création coloniale. Il ne faut pas oublier aussi que les premiers colons sont les missionnaires. Donc ils sont arrivés concomitamment avec certains explorateurs, mais pour d'autres pans de l'exploration, notamment pour les Anglais chez nous aux îles, ça a été aussi les premiers colons qui ont apporté la religion. Il y a eu une distinction entre l'évangélisation pacifique entre guillemets, même s'il y a eu aussi des guerres de religion chez nous aux îles, et celle qui a été véritablement une confrontation armée avec la catholicisation de la Grande Île, parce que la Nouvelle-Calédonie, vous savez que ça passe en archipel. Et sur justement cet accès à la connaissance occidentale et au monde occidental par la religion, puisque c'est vraiment les premières portes qui nous ont été ouvertes à nous, les Kanaks, à l'époque, plus ou moins pour nos grands-parents, nos arrière-parents, nos ancêtres. Ce que vous dites est très important parce que vous êtes quand même l'un des seuls encore vivants aujourd'hui à avoir connu Jean-Marie Chimon, je l'ai cité d'ailleurs, avoir été aussi en Nouvelle-Calédonie à cette époque, qui a précédé, et aussi pendant l'événement.
J'ai au moins deux questions. La première, c'est j'ai votre la fin de l'exotisme, la présence Kanak aussi forcément. Pour vous, en tant qu'anthropologue, vous dites avec parce que c'est quand même un précédent à noter aussi, un ethnologue, mais un ethnologue acteur. Donc souvent, l'anthropologue et l'ethnologue de la vision qu'on en avait, ou nous, quand on nous l'enseignait à l'époque, dans les années 90, etc., il fallait qu'il soit décentré et étranger à son objet d'étude, pourtant des êtres humains. Moi, je suis juriste de formation, je ne suis pas psychologue, mais d'ailleurs, les anthropologues juristes ou ceux qui font de l'ethno-juridique, comme souvent chez nous, ils sont un peu considérés comme des martiens. Enfin bref, ça ne pas ce que je veux dire, c'est avec Yvon et avec Adrien Mochel, mais Adrien, lui, est plus dans son travail d'historien. Comment vous placez le curseur et surtout, comment vous définissez, vous, du coup, votre œil et votre regard en tant qu'anthropologue aujourd'hui, comment vous le définissez? Puisque vous n'êtes plus l'anthropologue qu'on connaissait, ou en tout cas l'image qu'on en avait. Comment vous définiriez-vous votre œil d'anthropologue à travers notamment cet ouvrage qui, vous l'avez dit, est un ouvrage choral, où on voit en plus toute la diversité et toute la richesse aussi. Parce que ce qui est noté aussi, c'est ce que Thibaut vous mettait en avant aussi, et qui en a fait un de ses leviers politiques, c'est que c'est la culture. C'est la culture qui est le ferment de notre société, qui doit être le moteur, à tous égards. Après, voilà, je retrouverai l'autre question, mais là, pour l'instant, oui, si vous voulez, avec cet ouvrage en particulier, mais déjà il y a 10 ans avec la femme exotique, l'idée, c'est que on ne comprend pas les gens pour lesquels on a été envoyé pour savoir qui ils étaient, comment ils vivaient, etc., sans pouvoir partager avec eux une partie de leur vie, de leur mémoire, de leur langue, de leurs habitudes, si on n'a pas une relation humaine plus forte que simplement d'interroger les gens, de les enregistrer et puis de reconstruire après société tout seul dans un coin. Alors, la formation d'anthropologie qui est encore donnée, qui n'est pas partie, mais enfin, était une formation d'anthropologie où l'anthropologue devait reconstituer les règles de fonctionnement d'une société telle que cette société existe un peu indépendamment de l'histoire, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle culture. C'est pour ça que j'ai critiqué un peu cette notion de culture, parce qu'elle a quelque chose de statique, si vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la culture française, si vous voulez, si j'étais arrivé à l'époque de Louis XIV, est-ce que c'est la même chose? Et puis, je crois que Louis XIV, je n'aurais même pas compris ce qu'il disait, parce qu'il ne parlait pas le même français que moi maintenant, etc. Donc, si vous voulez, l'idée, c'était de comprendre non pas une culture, mais de comprendre des individus en situation et de voir comment ils construisent finalement leur histoire, leur avenir, à la fois par une mémoire, parce qu'ils entretiennent une mémoire forte, par un quotidien et puis par un projet. Et de ce point de vue-là, l'influence, je pense que je n'aurais pas été le même anthropologue sans l'insurrection kanak de 1984. Il est évident que ça introduit chez moi un problème que j'ai mis du temps à réaliser, c'est-à-dire si les Kanaks sont présentés comme des cultivateurs d'ignames, des pêcheurs dans les rivières et des gens qui font des échanges pour les mariages et les deuils, voilà, comment comprendre que cet univers qui existe puisse se projeter dans un projet d'indépendance, un projet d'un État souverain, le projet d'une négociation avec les autres communautés pour à la fois se transformer eux-mêmes, transformer le pays et ouvrir à une époque une ère de liberté plus grande, de choix plus grand. Et je dois dire que de ce point de vue-là, c'est Chibaou, mais
aussi Vacheron, Guillet, etc. C'est-à-dire ces gens qui pouvaient à la fois me parler de parenté, de règles de mariage et d'échanges, et qui en même temps étaient complètement non contemporains, engagés dans une réflexion sur le destin, non pas d'ailleurs seulement du peuple kanak, mais de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est de ça dont la Nouvelle-Calédonie devrait profondément les remercier, c'est ceux qui ont projeté la Nouvelle-Calédonie dans le XXIe siècle, dans la mondialisation. La réflexion de Chimbaou, si vous avez vu dans Présence Kanak, elle est tout à fait étonnante. C'est-à-dire qu'il est présent au monde kanak, mais il est présent à l'ensemble des évolutions et des transformations. Donc, si vous voulez, cette anthropologie, du coup, c'est plutôt une anthropologie historique du contemporain qui essaie de montrer quels sont les ressorts des actions. Or, les ressorts des actions, contrairement un petit peu à l'idée de culture stabilisée, tous les Kanaks n'agissent pas pareil. Les ressorts des actions, ils s'appuient sur différents critères. Vous savez qu'un tel, il est catholique, il est protestant, que celui-là, il a fait des études de là, que celui-là, il est juriste, que l'autre, il est resté tout le temps dans sa tribu, que machin a des feuilles pour pouvoir me guérir, etc. Et les gens, que lui était élu municipal, le travail de Benoît Trépied, justement, quand il était pouvoir, j'ai dit, ben voilà, le travail sur une municipalité, c'est la prise du pouvoir, une structure tout à fait française, la municipalité, voilà, et comment les Kanaks se sont emparés des municipalités. Et ils ont lancé leur mouvement, il y a 32 municipalités en Nouvelle-Calédonie, quand il y a eu une majorité de municipalités indépendantistes. Donc, et là, c'est pas le respect des oncles maternels qui entre en jeu, mais le respect des oncles maternels et l'engagement dans la construction d'un avenir. J'ai essayé de coller, en quelque sorte, à la dynamique qui s'est développée. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être dans une dynamique positive, parce que beaucoup de mes collègues se sont trouvés dans des dynamiques négatives. Les Indiens se sont fait massacrer, les gens ont disparu. J'ai vu autrefois les pygmées, ils n'ont plus que 10 mètres carrés pour exploiter leur forêt, alors que c'était des forestiers. Et là, il y a eu quelque chose, parce que finalement, ces événements de Nouvelle-Calédonie de 84, ça n'a pas abouti à l'indépendance, mais ça a abouti à une reconnaissance et à une prise de contrôle tout à fait étonnante. Alors, le problème de Chimbaou, qui est aussi celui d'anthropologie, c'est comment, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui change. Comment rester même tout en étant dans des situations différentes. Je ne sais pas comment ça va personne ne sait même dire, mais c'est ça qui m'a intéressé. Et du coup, comme je suis resté longtemps aussi, je me suis trouvé impliqué dans des relations. Et les gens qui m'accueillaient, au bout d'un moment, enfin assez rapidement, je me dis, bon, bah, on va te mettre quelque part, tu vas aller dans un clan, dans un groupe. Et puis mon ami Antoine Dorligo, le père qui est décédé maintenant de mère actuelle qu'on connaît, me disait, bon, bah, c'est quand même... Alors évidemment, il m'a trouvé une place qui l'arrangeait, qui disait, j'étais son frère cadet. Je conduisais la voiture, je portais ses affaires, et je restais dehors à un certain moment, en me disant, c'est un blanc, là, il me sert. Tout le monde se marrait, il y avait un côté, il rejouait à l'envers des relations coloniales, mais tout ça se faisait dans une... Bon, c'était les meilleurs moments de mon existence, hein, je peux vous dire, de relations, parce qu'à cette époque-là, la colonisation était beaucoup plus rude, il n'y avait pas de route, les gens étaient rudoyés, tutoyés, enfin, c'était très pénible. Et là, cette idée d'accueillir un blanc et de s'en servir d'une certaine façon, et d'ailleurs c'est ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui, tu vois, on a bien fait, tu as fait le bouquin, tu vois, ça a marché, etc. On t'a bien eu, quoi, d'une certaine manière. C'est quand même bien d'avoir un ethnologue dans son clan. C'est pour ça que j'ai écrit un texte, enfin, un des chapitres, des introductions à une partie, qui s'appelle Décoloniser par la recherche. C'était pour changer la tonalité souvent fondée, reconnaissons-le, des anthropologues américains qui sont allés travailler en Afghanistan ou au Vietnam, ou des anthropologues français en Algérie, etc. C'est pour montrer qu'il peut y avoir aussi d'autres types de relations où nous sommes un certain nombre à être restés dans la dynamique des gens. Je pense à des gens plus jeunes, comme Michel Neupel, etc. C'est-à-dire à travailler avec les... Voilà, ma voisine. Et à travailler avec les gens dans ce qui se passe aujourd'hui, plutôt que de reconstruire un monde passé, et on voulait briser l'approche muséographique.
pour ça que j'ai beaucoup aimé l'exposition d'Arcana que vous avez peut-être vue en 2013. Je l'ai beaucoup aimé, en même temps je ne l'ai pas aimé. Voilà, je le dis franchement. Hein, je respecte tout à fait Madame Casarero, et Roger Boulet, mais je ne l'ai pas aimé parce qu'il n'y avait rien de ce que je vous dis là. Il n'y avait rien de cette dynamique sociale dans les 50 dernières années sur les partis politiques, sur Jean-Marie Tjibaou lui-même. Ils en ont fait une espèce d'icône, mais c'est un personnage très compliqué, qui a changé d'avis. Et voilà, donc par contre c'était magnifique, et toutes ces statues, toutes ces sculptures, ces flèches chrétiennes, etc., beaucoup de gens qui venaient là pensaient qu'ils allaient voir ça en Nouvelle-Calédonie. Comme ça, en Nouvelle-Calédonie, à part au musée, vous pouvez toujours courir de temps en temps, vous voyez une sculpture, mais c'est très très rare. Donc si vous voulez, cette anthropologie critique, politique, historique, mais c'est celle qu'on a partagée aussi dans une autre vision des sciences sociales qu'on avait développée avec des amis, avec Noiriel, Fassin, etc., au fameux DEA de sciences sociales, pour certains d'entre vous sont membres, se trouvent ici, c'est-à-dire essayer de sortir d'une vision figée de la science sociale. Alors c'est vrai que j'ai poussé très loin le bouchon en m'impliquant, et donc certains peuvent dire, mais du coup il n'est pas objectif. Je pense que les documents que j'ai recueillis, je ne les ai recueillis que parce que je ne cherchais pas à être absolument objectif. Parce que sinon, les gens n'auraient jamais raconté ça. Et après, c'est pour ça que je n'ai pas voulu les présenter moi-même. Je préférais présenter leurs paroles, leurs réflexions. Et dans ces poésies anciennes, par exemple, ce qui est frappant, c'est la réflexivité, comme on dit maintenant. C'est combien les gens sont perplexes, ont des doutes. Il n'y a pas une pensée sauvage avec des gens qui se prennent pour des lézards, mais il y a des gens qui sont affrontés aux problèmes qui surgissent dans le cœur même de la modernité. Et par exemple, autour de la guerre de 14, là, au début de la guerre de 14, il y a une strophe. On a l'impression qu'on est un peu dans le monde diplôme, quoi. Enfin, des gens qui sont en train d'analyser ce qui est en train de se passer sur la planète, parce qu'ils étaient très au courant. Donc l'idée du Kanak perdu dans sa tribu qui ne connaît personne, ça n'a jamais existé. Mais même à l'époque des premiers sans-papiers qui sont venus dans les années 1800-1840, il y avait déjà une dynamique extraordinaire. Donc, par exemple, la Église, la poésie dit « Combattons les canons brûlants, alignez les munitions commandées, le grondement fait s'aligner, recouper les canons en file, les soldats anglais sont en rang et Paris porte les baïonnettes, les canons allemands s'alignent, répercussions en Italie, et Sydney prend place dans le tout, et ça crache en Allemagne, sauf petit peu à Batavia, grondement des pays unis, ils demandent de l'aide alentour. Et la Grande Terre accepte, la Calédonie peut fournir, et ils cherchent dans le doute, ils sursautent et m'interrogent, et demandent un mur qui protège, où s'appuyer pour respirer, une pierre où fonder la confiance. Alors, vous voyez, par exemple, c'est un document extraordinaire, si vous voulez. C'est-à-dire, là, le poète, les deux poètes, ils étaient deux pour proposer ça, ils se présentent comme un secours pour la France, une pierre où fonder. Les Alliés, c'est la panique, ça attaque partout, ils demandent à la Calédonie, elle peut fournir, et cette pierre où fonder la confiance, en fait, c'est une pierre à l'igname pour faire pousser les armées et aboutir à la victoire. Donc, et ça, c'est écrit en 1919, si vous voulez. Donc, par des gens qui avaient parfaitement conscience de l'environnement mondial dans lequel ils se trouvaient. C'est cette image, comment dire, partagée du monde. Voilà. Pour moi, l'expérience de la Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup plus que l'expérience de l'exotisme, c'est l'expérience de l'apprentissage. On peut apprendre d'autres codes, il n'en reste pas moins qu'on est très proche dans nos désirs, nos aspirations. Et puis, il y a des Kanaks avec qui je ne m'entends pas du tout. Ils veulent même me casser la gueule. Je veux dire, c'est pas. Voilà, c'est un travail, évidemment, une fois que vous êtes impliqué, il faut en subir aussi les conséquences. Alors, pour l'instant, ça s'est bien passé. Bon, je dis bonsoir. Oui. Et en fait, je vous félicite pour ce travail. C'est un travail assez profond. Et en fait, ma question est plutôt une question qui va me donner quelques informations sur cette société. Vous avez fait référence au début à la littérature, des questions de récit, des questions de contes et même des questions de poésie.
Et vous avez fait aussi une comparaison avec Homère. En fait, ce qui m'intéresse là, c'est de savoir la question mythologique. Est-ce que, parce que vous savez que dans l'œuvre de Homérie, la question mythologique est assez précise. La mythologie. Maintenant, j'aurais aimé savoir comment est la mythologie. Est-ce que les gens réclament cette mythologie? Je ne sais pas encore. Et la deuxième question, c'est la question du syncrétisme. Parce que vous avez parlé des protestants, vous avez parlé des catholiques, etc. Et est-ce que les Kanaks ont une croyance propre? Parce que moi, comme haïtien, chez moi, il y a la croyance vaudesque, la croyance dans le vaudou, donc tout le monde, et j'ai l'impression que tous les haïtiens, ils ont quelques droits, la famille, etc. Ils ont quelques droits de vaudou. Et troisièmement, ce serait la question migratoire. Parce que vous avez parlé, vous avez fait référence à un référendum. Parce que, à mon avis, la question migratoire aujourd'hui a une importance considérable sur l'anticolonialisme. Bon, si je comprends bien. Parce qu'il y a des gens qui réclament l'indépendance, etc. Et pour moi, la question migratoire a une importance considérable. Il y a un effet même sur la question coloniale. Donc, si en fait, ça va. Je vais répondre brièvement, mais je vous remercie beaucoup de ces questions. Alors, ce qui est publié dans cet ouvrage, ce sont des récits qui racontent le souvenir d'épisodes de la guerre de 1917, tel que l'ont vécu les hommes et aussi Pape Kanak, et des poésies que j'ai appelées à la fin poésies récits qui contiennent l'histoire. C'est un petit peu comme Victor Hugo dans la légende des siècles, qui raconte les guerres napoléoniennes. C'est de ce registre-là. Et ces textes, sauf à quelques endroits, vous verrez, ne parlent pas beaucoup de mythologie. De mythologie, c'est-à-dire la relation avec les ancêtres divinisés, liés à des endroits, et soit faisant des produits, soit étant à l'origine de clans ou de groupes. Ces textes-là n'ont jamais été publiés. Nous les avons, mais jusqu'à présent, nous ne les avons pas publiés. Pas parce qu'on ne voulait pas. Ça s'est fait comme ça, avec Jean-Claude Rivière. On les a énormément travaillés, et il faudrait maintenant qu'ils sont véritablement une réflexion mythologique sur le rapport des hommes avec la nature, avec les espèces naturelles divinisées. Il y a un texte qui raconte comment un homme est le descendant d'un héron de nuit qui vole dans la vallée du Chaos, et de veille ou le soir, quand on entend le héron, on sait que c'est l'âme de ce à peine qui vient. Donc, mais dans ce livre, et c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait comparable à Homère, c'est plutôt comparable à Victor Hugo, c'est vraiment la mémoire historique mise en vers, et de temps en temps, il y a des allusions d'ordre mythologique. Alors d'abord, ce qu'on appelle mythologique, ça c'est la mémoire de toutes les forces surnaturelles liées à des espaces, et elle s'est souvent érodée, si vous voulez. Alors ça elle existe, elle apparaît, mais on ne comprend pas très bien. On ne sait pas très bien. Il y a le bâton de Wélou, alors on ne sait pas. On est arrivé trop tard, peut-être, ou c'est plus dans Maurice Lénard qu'on va trouver des références à cette conscience mythologique, même si on peut toujours travailler dessus, on peut toujours interroger. Et là, en me concentrant sur cette histoire, à la fin, je me suis dit, dans le fond, tous les autres Guillemin, ce qu'on appelle ces récits fondateurs, il faudrait qu'on les publie. Alors ils ont un poids important parce qu'ils marquent aussi les forces que le clan peut avoir aujourd'hui. Donc ça engage, peut-être j'étais un peu gêné de publier ça. En tous les cas, alors pour la deuxième question, pour le syncrétisme, vous savez, là, il y a des gens des îles Loyauté, moi je peux travailler sur la Grande Terre, il y a une très grande diversité en Nouvelle-Calédonie, et je pense qu'en Haïti, ça doit être pareil. C'est-à-dire que
vous êtes de telle région, voilà, il y a 28 langues qui sont parlées en Nouvelle-Calédonie, vous avez telle expérience coloniale, les protestants sont arrivés, ou les catholiques qui sont arrivés, puisqu'il a fait allusion aux guerres, qu'il y a eu des loyauté par exemple à marée entre les catholiques et les autres, ou même entre les groupes catholiques, etc. Et dans la zone où se déroule cette guerre, c'est la dernière zone christianisée de la Grande Terre. Moi j'ai assisté encore au baptême d'un païen en 1975. Donc, c'est pas moi qui l'ai baptisé, mais voilà. Et donc, il y a des espaces, comme aux Ivoirités, où il y a eu véritablement un syncrétisme, et il y a d'autres endroits où il n'y a pas eu de syncrétisme. Où mes amis de Koné, normalement, là, il y a une désaffection complète des élites, hein, c'est des nouvelles élites qui prennent le contexte thérapeutique qui s'installe, mais avec mon ami Antoine Bordeaux, on est ensemble pendant 20 ans, quand je lui parlais de syncrétisme, il me disait non, c'est deux choses. Il me disait ce qui est bien, c'est que je vais consulter, j'utilise mes feuilles, je vais consulter les voyants, etc. Et puis en plus, je vais à l'église, parce que bon, ça peut toujours servir aussi. Hein. Donc il y avait ce côté pragmatique. Et jusqu'à présent, on n'a pas recueilli de véritable pensée syncrétique, ce serait plutôt maintenant. Mais là, voilà, j'y suis allé en mois de septembre, je n'étais pas allé depuis longtemps, parce que je voulais faire avant. Mais là, j'ai discuté avec des gens, et ça renvoie au problème migratoire, qui ont pas mal voyagé, qui ont pas mal circulé, qui ont davantage lu, et qui sont troublés par la diversité des religions qui en prennent connaissance et qui commencent à esquisser des choses comme le syncrétisme, en disant, mais alors, chez nous, les totems, c'est un peu comme les âmes du purgatoire, enfin des choses comme ça, des espèces de transitions, des effets, mais disons que c'est en mouvement, mais là où j'ai travaillé, les gens avaient tendance plutôt à juxtaposer. Voilà, on faisait plusieurs choses, on ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier, et parce que, alors, chez les catholiques surtout, je pense que l'évangélisation protestante a été plus profonde parce qu'elle a été fondée sur le texte. Alors que l'évangélisation catholique est fondée sur le rite. C'est-à-dire, vous avez le père qui fait la messe, qui balance les encensoirs, etc. Bon, il y a de l'ambiance, on chante et tout. Mais les protestants, eux, sont sur le texte. Hein. Et sur le texte, Boris Lénard, tout son apprentissage de la langue indienne, de la langue de l'Ouaïlou, s'est fait sur le texte. Et là, effectivement, j'ai eu l'habitude, enfin, les Kanaks protestants ont une connaissance des textes beaucoup plus grande, et il y aurait un travail à faire sur cette évangélisation protestante par rapport, par exemple, à l'évangélisation catholique beaucoup plus hiérarchique. Et beaucoup de catholiques sont devenus des protestants, mais par exemple, Bassoro et Chibaou étaient des catholiques, ils en voulaient beaucoup au père de l'Église catholique parce qu'elle était très hiérarchique. Chibaou le raconte, hein, que quand les pères buvaient du chocolat, ils avaient goûté, qu'ils n'étaient pas bien traités, si vous voulez. Il y avait une intériorisation des structures coloniales dans l'Église catholique beaucoup plus forte que dans le monde protestant. Hein. D'ailleurs, vous avez remarqué, le pape, il ne peut pas aller en Nouvelle-Calédonie. Alors justement, il ne peut pas aller en Nouvelle-Calédonie, pourquoi? Parce que ça, c'est le problème migratoire, et ça renvoie au problème du référendum dont on a parlé tout à l'heure. C'est qu'en Nouvelle-Calédonie, les différentes populations qui se sont installées ont vécu sous le code de l'indigénat, dans le régime colonial, et sous l'autorité, la domination des Français de Nouvelle-Calédonie, même si c'était des dominants dominés, parce que beaucoup d'entre eux venaient du bagne, ont été envoyés là-bas dans un contexte épouvantable de relégation des condamnés au bagne, y compris les déportés de la commune, c'est encore une autre histoire. Toujours est-il que c'est un melting pot où il n'y a pas beaucoup de liens. Alors là, je parle qui sont là, ou calédoniens, et il y a une difficulté dans cet univers, tout est assez fragmenté, chacun chez soi. Alors maintenant, il y a le centre culturel tahitien, le centre culturel wallisien, le centre culturel vietnamien, le centre culturel kanak, et le passage entre ces différentes
communauté est rendue difficile. Et puis la coupure se fait avec évidemment le peuple kanak qui lui a une légitimité supérieure parce que bon, c'est le peuple colonisé, il était là, on lui a piqué ce truc. Donc ils ont accepté. Et Chibaou, c'était toute la complexité de Chibaou, c'était de dire bon, reconnaissez-nous pour qu'à notre tour nous puissions vous reconnaître. C'est-à-dire reconnaissez-nous comme les premiers occupants, comme les premiers arrivants, et à ce moment-là, on vous accueille, on vous fait la coutume et on vous trouve une place. Et au fil de cette période très, très compliquée, le discours de Chibaou, et qui a été repris par Paul Niaoutine aujourd'hui, qui est le discours des indépendantistes kanaks, n'est pas un discours de rejet, c'est un discours d'accueil sur la base de la reconnaissance de l'antériorité du peuple kanak et de sa culture. Et donc là, il y a tout un ensemble de gestes qui sont faits, mais un travail très difficile qui est fait, parce que si certains acceptent cette main tendue, soit la main tendue par les Kanaks, ou si beaucoup de Kanaks acceptent de tendre la main, d'autres, il y a aussi des replis identitaires qui se font jour par les gens les plus marginalisés économiquement, socialement, pour moins bien réussis, etc. Et il faut quand même le dire, c'est un pays où il y a énormément de tensions. Si vous recevez, comme certains d'entre vous, les nouvelles calédoniennes sur Internet tous les matins, vous êtes frappé quand même par le niveau de violence. Il y a 3 fois plus de crimes de sang en Nouvelle-Calédonie qu'en France, et beaucoup moins que c'est Tahiti qui bat tous les records. Alors là, notamment concernant le sort des femmes, mais d'une façon générale, c'est un espace extrêmement violent. Donc si vous voulez, l'espoir de la Nouvelle-Calédonie, c'est que chacun trouve sa place. Alors, les choses évoluent parce que les jeunes en ville, là où il y a une aisance économique de meilleure qualité, j'ai pu remarquer à Kodé, il y a des centres commerciaux, il y a des échanges, il y a des groupes de musique qui sont multiculturels, avec des gens différents, et c'est du côté de la jeunesse que ça se joue. Là, il y a quelque chose dont on ne sait pas exactement, mais par exemple, il y a un personnage, un acteur, un artiste remarquable que les Calédoniens connaissent, qui s'appelle Paul Wabo, qui est actuellement en France, et qui, dans ses slams, que c'est un slammer, dans ses poésies, dans son travail d'acteur, d'artiste, de poète, joue justement cette carte de la diversité, de la multiculturalité avec une puissance extraordinaire. D'ailleurs, il s'est emparé de ces poèmes. Bon, là, on aurait pu le faire venir, et donc il a construit un spectacle à partir de ces documents tout à fait saisissants. Juste un témoignage du professeur Olivier. L'année dernière, j'ai amené donc de première 2 semaines en Nouvelle-Calédonie. On a travaillé avec Oluwamu, justement, on a rencontré Paul Niaoutine, Jean-Pierre Alpha, et on a vécu une semaine dans la tribu d'Yengen, et une semaine à Kosama, et effectivement, alors on a beaucoup parlé d'événements, donc 84, 89 à Kosama, et sur aussi l'événement 1917. Il y avait cette président aussi, quand on discutait avec les gens de la tribu, oui, les gens se réapproprient des pans de leur histoire d'aujourd'hui, et beaucoup à travers les artistes. Et il y a un travail artistique, disons, pan-calédonien, dans toutes les communautés, extrêmement intéressant et très riche, que ce soit au niveau de la photo, de la sculpture, de l'importance des femmes peintres, des vêtements, des imprimés, des tissus imprimés, etc., du dessin. Donc il y a quelque chose qui se passe en Nouvelle-Calédonie, ce qui fait que je ne veux pas non plus faire un tableau complètement catastrophique. Je suis à la fois inquiet et en même temps j'ai l'espoir que la bonne, enfin, qu'un minimum de raison l'emportera sur les tensions. Hein. Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses, de ces référendums, de l'attitude de la France. Voilà, on ne sait pas très bien. Ouais, pour rebondir sur ce que vous dites, pour répondre à votre question, le discours généalogique, oui, mais c'est en famille qu'on se les transmet. Ne serait-ce que pourquoi? Parce que si tu lis notamment le livre La présence kanak, des recueils des écrits de Jean-Marie Chibaou, notamment Lensa et Rita Chen, Chibaou l'explique très bien aussi dedans, c'est que dans le discours généalogique, on situe l'enfant déjà à sa place dans le clan. Le discours généalogique aussi situe le clan dans l'espace. C'est pour ça que les écrire,
c'est à double tranchant. Le prix reste, n'est-ce pas? Ça, c'est pour le côté sur cette interrogation-là. Oui, les discours, on se les transmet en famille. Ça circule. Sur le syncrétisme, je suis d'accord avec l'analyse d'Argomensa, parce que moi aussi, je suis retourné l'année dernière, il y a 3 ans seulement, mais en 2011, j'y étais retourné, c'était depuis mon départ en Nouvelle-Calédonie en 2001, au Canada. J'y étais pas retourné, donc ça, la première fois, 10 ans après, j'ai pu voir le changement aussi. Et la Nouvelle-Calédonie 2011, la Canadienne Nouvelle-Calédonie 2011, c'était pas la Canadienne 2001. Donc quand je suis parti, il n'y avait pas de Porsche Cayenne à Nouméa. Là, j'ai vu les effets du deuxième boom du nickel et l'implication économique. Et donc du coup, le deuxième boom notamment. Sinon, si tu suis l'actualité, tu as des difficultés sur le cours du nickel notamment. Des emplois qui sont menacés au pays, en sachant que c'est le premier poste d'emploi privé, la sous-traitance. Et là, il y a 500 emplois. Ça paraît incertain d'ici peut-être la fin du mois ou l'année avec. Le syncrétisme, oui, parce que l'éclivage qui a pu exister, ça met du temps. T'es haïtien, donc tu comprends que les relents et les derniers restes de la société coloniale s'estompent. Moi, je suis né en 82, je suis parti de la génération qu'on appelle la génération réconciliation, la génération des accords. Matignon, Coutinho, en 88, Nouméa en 98. C'est sûr que les petits frères là, qui sont nés, les petites sœurs à 90, début 2000, eux, ils ont connu un pays en paix. Moi, quand j'étais petit, quand je suis arrivé à Nouméa, il a fallu que je comprenne que j'ai percuté qu'en fait, le blindé de la gendarmerie, le tank qui était dans la tribu, c'était pas le fourgon de police. Donc forcément, le syncrétisme il s'opère parce que des mariages entre peuples qui existaient, tu vois, entre les Javanais qui venaient, qui étaient venus d'ailleurs à cause de l'exploitation du nickel, les Indonésiens aussi, les Japonais, parce que les Japonais n'ont pas attendu la Seconde Guerre mondiale pour en avoir au pays, on avait déjà la fin du 19e. Ça existait déjà, mais c'était parcimonique. Là maintenant, c'est... je trouve, hein, le pays s'est vachement métissé. Et c'est tant mieux. Bien sûr, il y a encore ces clivages, mais c'est les derniers restes en fait, de cette société coloniale. Nous, on n'est pas encore dans le post-colonial. Non, on n'est pas encore dans le post-colonial. Je peux dire les autres, mais pas nous. Enfin, moi en tout cas, ma position. Ensuite, mais ça appartient justement à tout ce travail-là qui fait que voilà, on va arriver à la fin de l'accord de Nouméa, on est dans la dernière mandature. Si on pousse jusqu'au maximum de ce que l'accord prévoit, c'est jusqu'en 2023. Les 3 référendums. Maintenant, les jeunes aujourd'hui, surtout ceux qui ont la vingtaine, et ceux qui ont entre 16 et 20 ans, parce que au pays, c'est ceux qui représentent 30% de la population, comme en Algérie. Et ça fait peur aux politiques. Parce que pour nous, notre génération, ils savent très bien. Nous, jusqu'à notre génération, tu vois, c'était choisis ton camp. Eux, les jeunes, ils sont plus dans ça. Ça, c'est pour le volet politique. Parce que ce qui compte, c'est pas que les hommes, mais c'est le programme et surtout ce qu'il y a derrière. Quand on voit ce qui se passe ici, et nous, voilà quoi. On a tenu 2 accords, ok. On verra bien ce qui profilera par la suite. Mais en tout cas, pour ma part, tu as confiance, c'est pas le souci. Et notamment, ces écrits-là, ça permet de leur faire rappeler et de redécouvrir pour certains qui ne connaissaient pas ou d'approfondir aussi leur connaissance. Et justement, ma deuxième question, monsieur Rodi, là, vous avez écrit sur la guerre de 1917, mais je suppose que vous devez aussi avoir des matériaux. Vous avez dit que vous avez retrouvé des écrits de Jean-Marie. Quand est-ce qu'il y aura des écrits aussi sur les événements? Oui, alors, je vais répondre sur les événements. Pour l'instant, il n'y a pas d'études sérieuses. Il y a des choses qui ont été faites jusque dans les années 70, les années
rien d'autre, ça fait la fin de la Et je vous dire que c'était pas important, merci beaucoup. Je vous en prie. Et même continuation. Et sur les événements, tout le monde n'a pas été, il n'y a pas beaucoup de... Peut-être que ceux qui les ont vécus se sont appuyés sur ces événements, ont fait leur carrière, ceux qui ont survécu dans les événements. Donc je ne vais pas tellement rattraper parce que c'est un peu comme 68, si vous voulez. Ça a propulsé un certain nombre de gens, je ne dis pas qu'ils en ont profité, mais ils ont profité de la dynamique qui était suscitée. Maintenant, il commence à y avoir une vieille garde des anciens des événements qui regardent les jeunes un peu avec condescendance. Donc vous n'avez pas fait des barrages, parce qu'il n'a pas de sens, si vous voulez, parce que la génération est dans sa génération. Donc il n'y a pas assez de travaux sur les événements, et il n'y a pas assez de... Vous voyez, ce travail, il est pré-événement. Avant, même si on parle un peu de la commémoration, comment aujourd'hui les indépendantistes peuvent se réapproprier le chef bataille, Noël, etc. Je pense de plus en plus, et j'espère retrouver longtemps en Nouvelle-Calédonie prochainement, je pense de plus en plus que les événements, c'est à la fois une fin. Par exemple, ces poésies-là, terminées après. J'ai continué à en recueillir jusque dans les années 90-95, parce que je connaissais les lieux. Mais maintenant, c'est terminé. Paul Wameau lui-même ne savait pas que ça existait, ces poésies. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans la transmission de la mémoire ancienne. Et les gens se sont projetés dans l'avenir, dans un autre discours sur l'indépendance, sur la mondialisation, sur l'école, très attentifs à la réussite scolaire de leurs enfants, sur l'urbanisation, sur ce dont vous avez parlé, sur les mariages mixtes, l'entrée des femmes du fait de la loi de la parité dans les municipalités, dans la région de Koné, qui est au cœur évidemment de transformation là, il y a une vie nouvelle, si vous voulez. Du coup, je pense qu'en tant qu'anthropologue et aussi que science politique, il y a quelque chose à penser des événements. Et à ma connaissance, le seul qui le passe actuellement sur le territoire, c'est Amin Pokadem. Voilà, qui quand même a montré que qu'ils avaient quelque chose de révolutionnaire, au sens où ils marquent la fin d'un monde kanak et la fin d'un monde pour la Nouvelle-Calédonie et l'ouverture vers un autre monde. Et Jean-Marie Tjibaou, justement, c'est l'homme de la charnière. C'est l'homme qui a été à la fois dans l'ancien monde et qui a eu l'intuition du nouveau monde qui était en train de naître. Et je pense qu'autour de Jean-Marie Tjibaou, encore, il y a beaucoup de travail à faire. On n'a pas tous ses écrits, tout n'a pas été dit loin de là. Et lui-même retrouvé, il y a tout un tas de documents. Il a parlé partout. Dans toute l'Afrique, en Suisse, partout. C'est incroyable le nombre d'interventions de Jean-Marie Tjibaou et j'essaye de les retrouver, mais j'ai beaucoup de... Il a même fait un séminaire de 24 conférences à la Société Municaine pour expliquer ce qu'était la société kanak. Il a trouvé qu'une cassette, elle n'est pas dans le... Donc vous voyez, il y a... Mais si vous voulez, les hommes comme Machoro, Yewede, Tjibaou, Néaouti, Ali Pamboun, etc., sont des gens qui ont vécu cette ouverture vers un autre monde qu'il faut effectivement absolument penser pour la Calédonie de demain. Donc voilà le programme. Je vous propose de continuer à discuter autour d'un petit buffet. Merci. Et alors, je voulais juste dire qu'on a un petit bouillard dionysien qui va arriver. C'est un plat kanak traditionnel, le bouillard.